le nouveau titre qui sort chez Panini Manga. Il s'agit de Shot Hell par Yu Ito, un mangaka que nous connaissons déjà. Oui, Shoot to Hell, effectivement, c'est un titre que j'ai entendu beaucoup en France. Quand Panini a annoncé l'arrivée d'une œuvre d'Itoyu, je m'attendais à celui-là, mais en fait, ils ont commencé avec Okami Rise. Ouais, Mais ça Camera n'a ouais. finalement pas été que partie release, puisque du coup, ça y est, il est là, c'est Shoot to Hell. Voilà, le titre qui avait fait remporter le prix culturel du meilleur artiste Samutezuka en 2012 à son autrice, hein, rien que ça. Voilà, c'est marrant qu'on revienne sur un titre historique qui se passe en Chine, alors que la semaine dernière, on parlait de la réédition de Stratège. Toutefois, il y a plusieurs sectes qui séparent les deux séries. Hein, voilà. Donc, j'ai reçu le pack service presse machin dans sa superbe boîte. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont reçu. Tu l'as eu, Caro, non? Oui, mais en fait, elle est toujours dans l'entrée parce que je devais faire mon live unballage pour le faire, mais finalement, j'ai été très mal en début de semaine et je l'ai pas fait encore, donc Voilà, c'est pour donc, demain. j'ai sorti Mais le du coup, tome 1. profite de t'avoir ta boîte, voilà. Voilà, je montre Magnifique la boîte. boîte. Le tome 2 avec Merci la superbe Panini. couverture avec Yulul et son aigle. Hmm. Et le montage de ce superbe instrument. Bravo. Donc, c'est un Morinkul. Je connaissais pas du tout. Enfin, c'est un instrument mongol, effectivement. C'est une vielle à tête de cheval. Et j'ai passé l'après-midi à le monter. Du coup, je peux vous le montrer. Voilà, il est là. Et franchement, hein, il a de la gueule, je trouve. Oh, bravo. Il est vraiment superbe. Bravo. Voilà. Il y a des pièces en trop, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. C'est comme les Lego, il y a toujours des pièces en trop. Ouais, voilà, c'est exactement ça, il y a toujours des pièces en trop. Ouais. Donc voici. Alors c'est pas. C'était pas pour ça évidemment que j'attendais Shotel, mais je suis content, hein, voilà. Donc, on va reparler de cette série. Et donc, Shoot to Hell démarre même à notre époque en fait. Donc ça se passe plusieurs siècles après Stratège pour l'histoire de la Chine. Mais le manga, le tome 1 en tout cas, démarre à une époque contemporaine. Donc ça a été écrit en 2008, donc disons que ça c'est dans les années 2000 que ça démarre. Avec un mec qui fait des rêves lointains, il y a des réminiscences d'événements passés. Il a même, en fait, il travaille dans un... Il est descendant de gens qui travaillent dans la lutherie. Il vend des instruments et il fabrique des instruments de musique. Et il a créé justement un molécule sans savoir ce que c'était à la base, genre juste à partir de la base de ses rêves. Et un jour, il se réveille et il se retrouve pendu à une corde dans le froid au milieu d'une cité assiégée quelque part au début du XIIIe siècle. Voilà. On est en pleine invasion mongole de la Chine par Gengis Khan, hein, voilà. Et nous suivons du coup Shu Tohel, une femme qui a été laissée pour morte et qui a juré de se venger des Mongols qui ont tué ses amis du peuple Tangout comme elle. D'ordinaire, elle est plutôt maladroite et réservée, et ce qu'elle a vécu la transforme en furie capable de tuer sans ciller. Hein, voilà. Elle est même assimilée à un mauvais esprit vengeur, plus proche de l'animal que de l'homme, mais vraiment, elle arrache la jugulaire des gens avec les dents. Hein. Donc, vraiment, c'est violent, quoi. Elle va faire l'encontre de Yulul, du coup, donc, qui est sur la couverture du tome 2, un gamin de 10 ans qui est mongol, lui, hein, ça se voit à sa tenue, qui, du coup, est le frère du général qui a massacré les camarades de Shutohel, mais qui a foutu le camp pour rejoindre une cité lointaine de culture, voilà, parce que Yulul, il aime les livres, et on lui a assigné une tâche plutôt costaud pour son âge. Il doit protéger la langue tangout, du coup, qui est gravée dans des tablettes de pierre, qu'il doit transporter avec lui dans une sorte de... dans un emballage, on va dire, un peu secret. C'est une cachette qu'il transporte dans un objet. Voilà. Et il doit protéger du coup la langue parce que le Khan a décidé de faire disparaître cette civilisation. En plus des massacres, en fait, il brûle tous les livres sur son passage. Voilà. Donc c'est vraiment une destruction de la culture pure et simple. Il va effacer la langue et finalement, quand tu effaces la façon d'écrire ou les textes, à un moment, les gens finissent par mourir et la langue ne se transmet plus et du coup, la langue disparaît. C'est ce qui est arrivé en fait à la langue tangout des années plus tard. Mais c'est pas le Khan qui a réussi à faire ça. Donc voilà, ils se sont assimilés à d'autres peuples. Et maintenant, il y a des descendants des Tangout quelque part en Chine, mais c'est plus le même peuple non plus. Donc voilà, c'est d'ailleurs un des rares peuples de Chine à avoir un alphabet écrit. C'est très éloigné du chinois. D'ailleurs, c'est des caractères idéogrammes également, mais c'est pas du chinois. Voilà. Donc on a cette volonté d'effacer les Tangout de l'histoire par le Khan, qui est remise en question par ce gamin de 10 ans qui du coup fuit sa famille, qui quitte tout pour cette noble mission et se retrouve face à une nana qui veut absolument buter tous les gens qui sont comme lui et qui va finalement faire route avec, malgré tout. Parce que, effectivement, ils finissent par s'accorder
sur l'idée que si elle suit ce gamin, elle finira par tomber sur son frère, et que comme elle veut le buter, ben, ça l'arrange bien. Voilà. La série fait 14 tomes, les 2 premiers sont sortis simultanément, voilà, chez nous. Hein. Mais il y a un tome 1 disponible dans une version collector, que je n'ai pas, qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo de Manga Collect, qui est très très chouette. Hein. On reconnaît d'ailleurs sur la couverture, du coup, Shuto Hell avec sa peau de loup sur le dos, parce que du coup, elle se réveille entièrement nue, et elle se bat avec des loups, et récupère... en fait, quand à la fin du tome 1, elle raconte... en gros, le tome 1 et le tome 2, c'est un flashback de l'histoire de Shuto Hell. D'accord. Quand elle revient. Donc, elle a plus de souvenirs, et du coup, elle re-rencontre Yulul, qui la récupère de sa potence, et qui fuit avec elle entièrement nue, qui va l'habiller, qui va rejoindre son groupe. Et du coup, elle a plus de souvenirs, et on va revenir sur les événements passés. Donc, on va découvrir qu'effectivement, c'est une soldate en goutte qui a été battue dans une cité. Elle avait des amis, ils se sont fait empaler sur les murailles de la ville. Voilà. Et c'est la seule survivante. Elle a été laissée comme voilà. Elle s'était planquée, ou je sais plus ce qui s'est passé exactement. Mais en gros, voilà, elle se réveille et tout le monde est mort, et elle est vivante. Et du coup, bah, elle est un peu vénère, et elle va passer plusieurs jours à se battre contre les loups qui veulent bouffer en fait ce qui reste de ses amis. Et donc, elle va finir par affronter le chef des loups, et elle va finir par le dépecer et en faire sa tenue principale de combat. Voilà. Donc, c'est pas un titre spécialement guerrier à la base, même si le tome 2 te montre une scène un peu shonen à base de bataille contre des grands seigneurs mongols, où t'as un gars qui a une arme qui est super cool. C'est une sorte de trilame façon boomerang, absolument immense. Il faudrait que voilà, on le voit à un moment là. Hop, il se bat. Ah, voilà, lui. Là. Hop. D'ailleurs, il a plus de nez. Il s'est coupé le nez pour, on va dire, augmenter ses autres sens. Ah bon? C'est une idée, parce qu'il part du principe que c'est pour ça qu'il faut pas laisser. Ouais. Et il y a toute une discussion autour du handicap qui développe les sens de ce qu'on te. À partir de ce qu'on te prive, en fait, tu développes le reste. Et du coup, il se coupe l'odorat pour réussir à développer son ouïe. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, c'est. Okay. Et ça marche, du coup. Mais voilà, c'est un taré, hein. Évidemment. Donc c'est un titre historique qui est super intéressant, au-delà de son côté un peu science-fiction du début, qui est très vite écarté, hein, parce qu'effectivement on suit plus ce qui se passe dans le passé, et comme elle n'a pas de souvenir de la vie future, voilà, c'est... Je suis parti du manga depuis le Covid, j'ai plus d'odorat. Il a développé ses sens. C'est ça, vas-y, développe tes sens, Wing. Du coup, je suis très intéressé par le titre. Alors, en ayant lu les 2 premiers tomes ce matin, hein, j'avoue qu'en vrai, ça fait que 14 tomes pour un titre historique. Je suis très très saucé. Alors après, il faut apprécier le style de l'autrice qu'on avait pu découvrir dans Okami Rise. C'est vrai qu'elle a des doubles planches qui sont magnifiques, mais parfois c'est un peu confus au niveau de la narration. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est beau. Alors moi, Itoyu, je la connais depuis longtemps, hein, parce que au-delà de Shuto Hell, que je découvert en même temps que je me renseignais sur elle, c'est parce qu'elle était chara designeuse sur Gundam Iron Blood Orphans. Voilà. Voilà. On ne se refait pas. Non, effectivement. Mais voilà, mais du coup, effectivement, on part sur elle est chara-designeuse sur Gundam, mais en plus, elle a fait un titre historique sur la Chine au XIIIe siècle. Vas-y, ça m'intéresse, quoi. Donc j'étais très très intrigué, et c'est vrai que les dessins sont fantastiques. On reconnaît sa façon de dessiner les loups d'ailleurs, hein, qu'on retrouvait dans Okami Rise, c'est marrant. Elle a vraiment un style qui les rend très effrayants et imposants. Et même sur cette planche là, on a une planche qui est verticale en fait, on doit la lire comme ça, c'est marrant. Pour avoir l'action. Donc c'est pas mal. Du coup, elle a un découpage qui est assez original, très dynamique, avec des planches vraiment à couper le souffle. C'est super beau en fait, je t'aime. Mais c'est vrai que c'est parfois un peu confus, on comprend pas toujours tout. Heureusement, c'est remis en contexte quand il y a des scènes de dialogue. C'est vrai que dans l'action, parfois tu te perds,
mais quand ça discute, t'es pas spécialement largué sur ce qui se passe dans les événements ou dans les trucs historiques. D'ailleurs, c'est régulièrement remis en contexte quand il y a des termes précis dus à l'époque ou à la langue. On te redonne une petite astérix et hop, c'est dans le coin de la page et voilà. Comme ça, t'apprends des trucs au passage, c'est cool. Donc voilà, si vous avez jamais lu Chotel, évidemment, jetez-vous dessus, ça vient de sortir. Hein. Si vous pouvez lire ça, si vous aimez Stratège, vous pouvez lire Chotel les yeux fermés pour le coup. C'est vraiment la même période. C'est un peu la même vibe à 500 ans près, quoi. Donc franchement, si vous aimez bien les titres historiques qui se passent en Chine, pour le coup, peut-être plus proche pour les fans de Kingdom que Stratège en fait. Ouais, parce que j'allais me dire plus de combat, alors que Stratège c'est de la stratégie. Ouais, c'est vraiment de la pure stratégie. Kingdom, c'est vraiment effectivement bagarre quoi. Ouais. Là, du coup, ça se passe peut-être quelques années après Kingdom en fait dans l'histoire d'un point de vue historique. Parce que là, c'est le 13e siècle et Kingdom, je crois que c'est le début du 11e ou un truc dans le genre. Donc voilà, à un moment, on va peut-être finir par avoir tous les mangas qui se passent en Chine, historique, et on va remonter jusqu'à la. Il doit y en avoir beaucoup quand même. 50. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses, effectivement. Mais je suis preneur, hein, de toute façon, sur ce genre de titre. Hein. Bah écoute, merci beaucoup, prof. Moi, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans, puisqu'en fait, je voulais d'abord faire l'emballage de mon kit. Je comprends. J'ai pas encore mis le nez à l'intérieur, mais enfin, clairement. Clairement, l'événement presse qui a eu lieu avec Panini. Que j'étais pas là parce que c'est en Paris. Bah ouais, c'est ça à Paris. C'était bien. C'était sympa parce qu'il y a eu un petit concert. Il y a eu un petit concert de l'artiste. De Molin Cool, du coup, oui, ils ont tout ramené. À fait, tout à fait. Il y avait un artiste. Attends, peut-être je peux vous faire écouter un peu, puisque j'avais filmé un petit peu. Mais en gros, c'est incroyable. J'ai jamais entendu des trucs comme ça. Les fans de métal connaissent bien, parce qu'en fait, l'artiste qui était présent, qui jouait de cet instrument, il a également chanté. Alors, je vais vous faire écouter. Attendez. D'accord. Que ça. C'est sa voix, ça. C'est pas un instrument, c'est sa voix. Waouh. Bon, le monsieur était incroyable, hein, et je vous montre rapidement l'image. Tanjal, il fait du chant diphonique mongol. Exactement, voilà, il était comme ça. Moi, je me suis renseigné un peu sur l'instrument, effectivement. C'est un instrument, du coup, qui est très très vieux, qui est autour du cheval, du coup. Alors, pas juste à cause de la tête de l'instrument, hein, mais vraiment parce qu'il y a une grosse partie de l'instrument qui est fait avec du cheval. Et toutes on va dire, tous les contes autour de la création de cet instrument sont autour de la mort d'un cheval qui est servi à faire le premier instrument. Voilà, c'est avec des os, de la peau, du crin, et les cordes sont faites en crin de cheval en fait. Du coup, tu as un crin de jument et tu as un crin d'étalon. Du coup, tu as une corde mâle et une corde femelle. C'est très intéressant. Ça fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Voilà, c'est intéressant d'apprendre des trucs comme ça en traînant sur Internet. Bah écoute, oui, puisque du coup ça a l'air d'être un élément assez important finalement, mine de rien, pour un des personnages de ce manga. Ouais. C'est pour ça que c'était très sympa et original d'avoir ce petit concert finalement pendant l'événement de Panini, qui nous a également, du coup à ce moment-là, parlé évidemment de Chotel, mais qui nous a fait un petit rappel.